Les décideurs de la gestion, bonjour. Vendredi, fin de matinée, mais presque midi et demi, nous faisons le point sur l'actualité de la semaine et puisque mon invité est Christian Ginola, le patron de Gaspel Gestion, nous faisons également le point sur cet environnement très particulier, que les Anglais nous ont infligé. Juste sur un petit point sur la semaine, le CAC 40 où les indices européens ont perdu de 7 à 3%. Voilà, et alors que pendant ce temps-là, les indices américains sont stables. Nous commençons avec les impressions macro. Alors Christian, Brexit, so what? So what? Alors, bon, il y a des choses qui sont évidentes. D'abord, ça va bien sûr avoir un impact directement sur l'économie de l'Angleterre et indirectement sur l'Europe. Oui. Les économistes disent qu'à peu près, l'Europe supportera à peu près le quart de l'impact sur le UK. Donc ça veut dire que si on pense que l'Angleterre va lui coûter 1 point de croissance ou 1,5 point, ça pourrait nous coûter 0,25 de croissance sur les 2 prochaines années. Les 2 prochaines années. Bon, autre facteur, alors c'est la baisse du sterling, qui impacte un certain nombre de sociétés. Alors qui est très forte quand même. Très forte, 15%. 15%, c'est une belle dévaluation. Hein. C'est une belle dévaluation qui va bien sûr servir les exportateurs anglais. Oui. Et ce qui fait que certains indices boursiers anglais n'ont pas baissé, ont même monté, ceux qui ont des grandes valeurs exportatrices. Par contre, les sociétés domestiques, ce qu'on appelle, qui travaillent essentiellement sur le marché local, elles souffrent beaucoup. Avec notamment les immobilières. Alors, dont les immobilières, qui par définition sont locales. Oui, ça c'est déjà quelque chose. Qui avaient beaucoup monté, puisque le marché immobilier en Angleterre se portait très très bien, notamment à Londres. Et il arrive ce qu'il arrive, c'est que quand on vend des produits financiers avec possibilité de retrait tous les jours, qui sont assis sur des immeubles, qui mettent au moins 6 mois à être vendus, oui, dans le meilleur des cas, on arrive à un problème de décalage de trésorerie, d'où le fait que plusieurs compagnies d'assurance ou gérants ont arrêté les rachats sur leurs fonds immobiliers. Alors, est-ce que ça peut avoir un impact sur les banques? C'est ça. Alors, sur les banques, parce que l'immobilier veut dire emprunt. En général, veut dire levier. C'est pas très étonnant que les banques anglaises très impliquées dans le financement de l'immobilier aient subi de fortes baisses en bourse. Qu'à voir la Royal Bank of Scotland, par exemple, qui est une banque essentiellement locale maintenant, son titre a baissé de plus de 30%. Donc, alors maintenant, pour des banques continentales, comme nos grandes banques à nous, elles ont financé peu d'immobilier. Là-bas, elles ont plutôt financé des grandes entreprises ou les filiales locales des groupes français, par exemple, si on parle des banques françaises. Oui. Donc l'impact ne sera pas directement... Alors, en revanche, les banques anglaises, on va pas parler de problème italien, les banques anglaises... alors, plus elles sont... Si elles perdent leur passeport, qu'est-ce qu'elles vont faire? Alors ça, c'est le second problème. Il y a l'économie britannique, l'immobilier, et puis il y a le passeport. Alors, la City fera tout pour garder son passeport, pour bien expliquer les choses. C'est la possibilité pour un membre de l'Union européenne de travailler chez tous les autres membres, une fois qu'il a eu l'accord Or, les marchés régulés, ce sont la banque, c'est la gestion, essentiellement, sont les 2 marchés régulés qui bénéficient aujourd'hui du passeport européen, plus le courtage en assurance. Donc c'est la finance, c'est la City, en fait. C'est la City, mais la City, c'est pas toujours c'est assez compliqué de savoir ce qui va se passer. On spécule sur un repli de certaines banques à Dublin, certaines à Francfort, certaines à Luxembourg, certaines à Paris. Oui, alors, il y a comme on dit, quoi, il y a de l'intox, et puis il y a Bon, c'est clair que les banquiers vont faire pression sur leur politique pour obtenir les meilleures conditions qui sont possibles. Comme on ne sait pas encore qui va négocier, puisque je vous rappelle que nous n'avons bientôt plus de Premier ministre en Angleterre, donc savoir ce qui va se passer, c'est de la divination pure.
C'est de la politique. C'est de la politique. Alors, en revanche, on est presque surpris parce que les banques anglaises morflent, que l'immobilier anglais morfle, que les exportatrices anglaises en profitent, très bien. Mais les banques italiennes reviennent sur le devant de la scène, presque à l'occasion de ce Brexit. C'est peut-être un peu curieux, c'est peut-être une question de calendrier. Oui, alors c'est clair que ce qui se passe souvent, c'est que quand il y a une période de stress financier, ce stress financier fait ressortir les stress dans d'autres endroits. Oui. C'est ce que Warren Buffett disait, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui n'avaient pas de maillot. Exactement. Et ben c'est en train de se passer. Et donc la mer s'est retirée en Angleterre. C'est une expression peut-être un peu osée, mais en tout cas elle se retire également en Italie. Et c'est clair que le problème des créances douteuses des banques italiennes, et notamment le problème numéro 1 qui est Monte dei Paschi, la plus ancienne banque en Europe, en tout cas peut-être du monde, je ne sais pas, qui est en faillite virtuelle. Avec 47 milliards d'euros de créances douteuses. Oui, et que la BCE lui demande de résorber sur 5 ans. Et un problème, c'est la première fois qu'un pays, comme l'Italie, est confronté à la nouvelle réglementation bancaire qui voudrait que les États n'interviennent pas ou n'interviennent qu'une fois que les actionnaires et les obligataires ont perdu. Oui, c'est donc les fameux titres subordonnés voilà, que vous aimez sur les bonnes banques françaises. Même les titres seniors. Et même les titres seniors. Même les titres seniors. Donc, et alors, Renzi lui dit, moi je peux pas, parce que en Italie, l'essentiel des obligations des banques ont été placées chez les clients. Oui. Donc ça veut dire les particuliers. Et donc à la limite, que ce soit l'État qui paye, ou que ce soit les... Sauf que les pauvres porteurs qui n'ont rien demandé, bon, ils ne sont pas tous contribuables, mais en tout cas, il y a un point là qui... Alors, est-ce que ça peut être systémique, comme on dit, c'est-à-dire est-ce que ça peut déclencher une grande vague? Est-ce que le rendez-vous aussi du référendum de Renzi à l'automne peut justement faire de ce risque italien un risque systémique? Alors, moi, je ne crois pas du tout, parce que la situation actuelle est très différente de celle de 2008. En 2008, les Américains avaient vendu à toutes les banques en Europe leurs créances, leurs fameuses créances sur les subprimes. Et donc, je dirais que, je ne vais pas utiliser une expression un peu triviale, mais le virus s'était répandu chez tout le monde. Il y a moins d'effets buvards. Là, il y a moins d'effets systémiques. Voilà, et donc, les Italiens résoudront leur crise. Ça ne me pose pas de soucis systémiques. Alors, maintenant, est-ce que ça révise les scénarios du cycle? Alors, vous dites un peu moins de croissance en Europe, un peu moins de croissance en Angleterre. Pour les États-Unis, c'est probablement relativement neutre, à l'exception de quelque chose, la hausse des taux de la Réserve fédérale qu'on attendait pour la semaine prochaine, pendant 15 jours, oui, qui risque d'être repoussée. Oui, qui sera sans doute repoussée parce que on a un calendrier de la politique qui est très chargé, puisque on a des élections en Italie, des élections aux États-Unis, des élections en 17 en France et en Allemagne, et sans oublier le Japon dans cette semaine, le 10 juillet. C'est quasiment... Oui, c'est des élections sénatoriales, mais ça a une certaine importance. C'est quand même des élections. Oui, non, puis la Chambre haute a une certaine importance dans leur affaire. Quoi. Enfin bon, ça ne va pas changer. Oui, ça ne changera pas le monde. Mais donc... Situation. Mais moi, je crois que c'est certain que ça crée un certain choc économique, mais plus d'ailleurs sur le marché d'échange, en fait. Le premier effet... C'est celui qui s'ajuste le plus vite. C'est celui qui s'ajuste le plus rapidement. Le deuxième, c'est que qui, aujourd'hui, va investir des sommes, s'implanter ou investir, ou faire un investissement d'agrandissement de ses capacités de production en Angleterre, alors qu'il ne sait même pas si dans 2 ans, ces produits pourront librement rentrer. Exactement. Il ne connaît pas l'environnement fiscal, etc. Donc, l'investissement va être bloqué complètement. Stoppé. Étranger. Oui. Par contre, l'investissement local, pour bénéficier de la baisse du sterling, oui, surtout que la Banque d'Angleterre et l'État vont les organiser. L'Angleterre, qui était une tête de pont des Américains, notamment pour rentrer sur l'Europe,
au mieux, ils vont se poser des questions. Soit ils vont retarder leur investissement, soit ils vont dire, en attendant, moi je m'installe en France, en Allemagne, en Italie Alors, ou ailleurs. dernier point sur les impressions macro, Ouais. quels sont les points d'appui pour vous d'un scénario économique pour les 6 mois qui viennent pour Alors, le deuxième semestre comme partout, le seul sur lequel on peut parier aujourd'hui, c'est le consommateur. Voilà, c'est le Il n'y a consommateur. qu'à voir d'ailleurs les résultats, on en parlera peut-être, des immatriculations de Voilà, voitures. par exemple. Le consommateur, n'ayant pas consommé pendant un certain nombre d'années, il se remet à consommer. Le chômage va un petit peu mieux. Aux États-Unis, très certainement. En Europe, un peu mieux. Un peu, oui. Un peu mieux. Même chez nous, ça va un petit peu mieux. On a un peu de croissance. Et donc, par contre, l'investissement, lui, est toujours un peu mou. Et quant aux États, leurs dépenses sont malheureusement bridées par l'endettement. Par l'endettement, même si, ça on y reviendra, les États s'endettent toujours pas cher, puisque Bénéficie d'argent quasiment gratuit. quasiment gratuit. Quasiment Nous passons aux réalités micro. Question, nous sommes le 8 juillet, le premier semestre s'est terminé, donc il y a 8 jours. Qu'est-ce que vous attendez des publications semestrielles ou qu'est-ce que les analystes en attendent? Quelle est la tendance? Alors, on va comparer le premier semestre 2016 au premier semestre 2015. Exact. Le premier semestre 2015 avait été mauvais. Oui, donc, en comparaison, les résultats 2016 devraient être bons. Ce qui est prévu, j'ai relevé quelques chiffres là, pour la France, pour le CAC 40, on prévoit une hausse de 34%. C'est énorme. Pour le DAX, 31%. Et pour l'Europe en général, si on prend le Stoxx 600, qui inclut l'Angleterre, la Suisse, etc., 21%. Par contre, aux US, on ne compte que sur à peu près 3% de hausse des résultats, parce que les résultats de 2015, eux, étaient bons. Oui. Donc, il y a un effet important, ce qui fait que les résultats publiés devraient être bons. Paradoxalement, et compte tenu des chiffres que vous donnez, est-ce qu'ils ne vont pas être décevants? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'ils déçoivent un peu? Alors, c'est toujours le risque quand on anticipe, mais ce qu'il faut voir, c'est que on est parti d'une économie qui, en 2015, était encore en décroissance, et on revient vers une économie qui est en croissance. Même si elle est faible, même si elle est de l'ordre de 1,5%. Le changement de signe. Le changement de signe, l'effet de levier sur les résultats de notre entreprise ne sont pas négligeables, notamment les valeurs cycliques. Oui. Et donc, c'est certainement celles qu'on va suivre de plus près. Donc, les valeurs cycliques, on les connaît, c'est l'automobile. Alors justement, pétrole, un petit mot sur l'automobile. Le marché européen de l'automobile a été très correct, une fois de plus. Il a été plus que correct, oui. puisqu'il a monté au premier semestre de plus de 8%. C'est donc beaucoup. C'est 8,5%. Oui, 8,5%. Bon, alors c'est tiré par l'Italie et l'Espagne, mais alors, le chiffre, il est quand même là. Qui a une prime à la casse. Oui, donc, oui mais alors ça, c'est taux de 15% en Espagne. Oui, mais 8%, c'est beaucoup, 8%, c'est avec beaucoup. une très belle performance de Renault et Peugeot et Volkswagen moyen, on va dire. Exactement. Alors, Renault a fait son meilleur semestre, je crois, de son historique. histoire. Oui, c'est extraordinaire. Ouais. Bon, les seuls marchés qui reculent, c'est les marchés liés au pétrole, c'est normal. Là, je parle du monde. C'est le Brésil, la Russie et Brésil, Russie. C'est essentiellement Brésil, Russie. Et puis par ailleurs l'Angleterre. Bon. Et puis alors, par ailleurs l'Angleterre. Non, mais ça ne se sentira qu'après, ça. Oui. Donc les cycliques. Alors, deuxième point, les opérations financières. Les taux sont bas, il y a quand même des gens qui en profitent. Donc oui. on voit que Sanofi a du mal à faire sa croissance externe aux États-Unis, mais Danone a annoncé une très grosse opération, 12 milliards de dollars. Alors c'est gros pour Danone, c'est très cher payé en plus. Oui, c'est ce qu'on dit. Mais on est sur des multiples de 24 fois le résultat opérationnel. Et la société... mais c'est une société qui a un taux de croissance de plus de 20% par an. Oui. C'est un très beau Danone, en fait. C'est un petit Danone qui est beaucoup plus beau, c'est ça? C'est un petit Danone parce qu'il est essentiellement dans les produits laitiers ou les produits qui sont alternatifs au lait, mais bio uniquement. Et
quand on voit ce qui se passe, alors aux États-Unis, maintenant, les gens ne veulent plus consommer du bio, et cette mode est en train d'arriver sur le continent, en Europe. Si je prends pour exemple les chaînes de grande distribution qui se multiplient, vous avez maintenant des magasins spécialisés de Carrefour Bio, vous avez des chaînes nature, etc. Et donc Danone a fait le grand pas, et je crois que c'est formidable pour eux. Ça a été Les analystes financiers disent c'est très cher, Oui. et néanmoins le titre a bien réagi. Le titre a formidablement bien réagi, oui, surtout dans une semaine un peu compliquée. L'ouverture. Oui. Et puis à après... l'ouverture, il montait de près de 6%. Il a terminé quand même la séance à presque 2%, dans une journée qui n'était pas bonne. Pas très, très, très positive. Hein. Non. Et moi, je crois que c'est un très bon move, meilleur que s'ils avaient racheté. Alors, ces histoires d'opérations financières, c'est quelque chose qu'on joue? Oui, alors c'est quelque chose qu'on joue, parce que quand l'argent ne vaut rien, que la croissance est molle, où est-ce qu'on peut trouver? Ce sont vraiment les ingrédients formidables pour faire la croissance externe. Oui, ça c'est bon. Ouais. Donc, et puis, deuxième aspect, c'est vraiment le cas de Danone, ça, c'est que les goûts des consommateurs évoluent, la technologie évolue, l'Internet... Et donc le type qui s'est bien développé, on va le chercher. Exactement. Donc, voilà. Et on va chercher, donc... Il faut les payer cher, mais des sociétés plus petites, hein, ça ne fait que 4 milliards de chiffre d'affaires en dollars US. Hein. Donc c'est pas une grosse affaire, mais des taux de croissance de plus de 20% dans l'alimentaire, j'en connais pas beaucoup. Oui, ça c'est un secteur où on est habitué à 3%. On est habitué à 3%. On est très bon quand on est à 3%. 2-3%. Oui, on est très très bon quand on est à 2%. Si on regarde Nestlé, une très bonne année, c'est 4%. Hein, je veux dire, donc alors, un mot sur justement ces opérations. Il y a un secteur où ça bouge, alors avec beaucoup de dettes qui se baladent partout, c'est les télécoms. Hein. Donc, Iliad, Free met un pied en Italie, SFR, lui, part de Belgique, Orange annonce... en fait, des très bonnes perspectives dans le fixe, hein, c'est-à-dire dans les box. Hein. Est-ce que le secteur, il a fait son parcours, ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à prendre? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que notre ami chez Iliad montre qu'il y a encore des choses à faire, puisque en France, on est un peu bloqué, puisque la grande opération qui devait se faire de retour à 3 opérateurs n'a pas pu se faire. En Italie, en fait... Il y en a 3, justement, il en crée un 4e. Quoi. Il en crée un 4e parce qu'il récupère une partie des installations, etc., dont les autres opérateurs doivent se défaire. Et il va essayer de refaire ce qu'il a fait en France, c'est-à-dire de s'appuyer sur les réseaux que lui prêtent, en fait, les opérateurs qui sont existants, et à partir de là, développer des offres low cost. Alors justement, est-ce que dans ce secteur, on prend les traditionnels pas chers, type Orange, ou on prend les flibustiers type Iliad? Vous choisiriez quoi, vous? Alors, c'est un choix qui est difficile. Il y en a un en tout cas qu'il ne fallait pas faire, c'était celui de SFR Numéricable. Pour vous donner une idée, le titre a baissé de 40% depuis le début de l'année, alors que celui d'Orange n'a baissé que de 8%. Oui, donc, pourquoi? Parce que y a des flibustiers qui profitent de ce que les cash flows de la téléphonie sont stables, mais pour s'endetter à de tels niveaux qu'il faut tellement baisser les frais généraux des cibles, c'est ce qui se passe sur SFR, qu'à force de baisser les frais généraux, on perd des clients, à force de perdre des clients, on perd du chiffre d'affaires. Et du cash flow. Et du cash flow, et comme il y a de la dette très chère, et donc, alors je ne dis pas que SFR Numéricable ne s'en sortira pas, mais clairement, ça va être dur. Le modèle de resserrer complètement, alors, ce qui est vraiment un modèle différent de celui d'Iliad qui cherche à innover tout le temps. Donc, exactement, c'est un autre système. Donc vous prendriez plutôt Iliad ou Orange pour clairement, je préfère Iliad. Très bien. Alors, et pour être tranquille,
J'ai de l'orange parce que vous aimez bien le dividende en général. Ben, c'est toujours bon, un petit dividende. Et le dividende d'orange, il est pas... Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Et surtout quand les obligations ne rapportent presque plus rien. Alors, rapidement, l'activité des valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on a pointé? L'Air Liquide qui a présenté son plan. Oui, alors, la bourse a apprécié moyennement parce que c'est un plan qui est assez prudent. Mais bon, c'est une société qui souvent est prudente. L'Air Liquide est toujours, c'est l'Air Liquide. Toujours assez prudent. Ils préfèrent toujours faire mieux que ce qu'ils ont dit. Enfin, si on regarde quand même leur plan 2016-2020, 6 à 8% de croissance par an. C'est pas mal. C'est quand même formidable. C'est quand même beaucoup mieux que beaucoup d'autres. Des gains d'efficacité, des synergies avec Airgaz. Je crois qu'on leur reproche surtout d'avoir payé cher l'acquisition aux États-Unis. Alors, il y a un autre élément aussi, c'est que il y a une augmentation de capital qui va venir. Ah oui, pour financer justement cette affaire-là. Airgaz, à peu près le tiers, je crois. Donc, forcément, avant une augmentation de capital, les gens... Oui, ils savent qu'ils auront du papier, c'est pas le moment de se précipiter. Voilà, et à la limite, ils vendent un petit peu avant pour souscrire. Donc, mais ça vous aimez toujours. Ah oui. Le problème de l'Air Liquide, c'est qu'on ne les vend jamais. Donc c'est ça le défaut. Chaque fois qu'on les vend, on le regrette. Alors en revanche... c'est comme L'Oréal, d'ailleurs. Voilà. En revanche, plus d'agitation sur Coface. Là, ça a Coface a fait un choc parce qu'ils ont annoncé que leur sinistralité est passée d'à peu près une cinquantaine de pourcents à des chiffres de l'ordre de 60-65%. C'est beaucoup, là. Ça fait beaucoup. Le titre a chuté de près de 30%. Et indirectement, il y a un impact non négligeable sur Natixis, puisque Natixis a conservé 40% du capital après l'introduction en bourse de la Coface. Ce que ça veut dire, c'est que la Coface... Alors, ils n'ont pas cité les pays qui étaient en cause, mais clairement, à mon avis, ce sont les dégâts causés par la baisse du pétrole c'est ça, les émergents, et la baisse des matières premières qui a dû impacter. Michelin. Alors, Michelin, tout va bien. Ils vont construire une usine au Mexique. La vie est belle. Je trouve qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème particulier. Souvent, quand les marchés des ventes automobiles sont bons, Michelin, il gagne de l'argent dans la seconde monte. Beaucoup plus que dans la première. Donc, effectivement, quand aujourd'hui on fait des records, c'est que Michelin va gagner plus d'argent dans les 2 ou 3, 4 années qui viennent. C'est ce qu'on se dit. C'est quand même la société de pneumatique la mieux gérée. C'est la mieux gérée au monde. Parfait. Sodexo qui a sorti ce chiffre d'affaires des 3 premiers trimestres, c'est-à-dire il y a 9 mois ce matin. Oui, parce qu'eux, ils ont un exercice qui est décalé. Bon, en croissance de 3,7%, mais ce qu'on note surtout, c'est que la croissance est forte en Amérique du Nord, puisque le chiffre d'affaires est en augmentation de plus de 10%. C'est pas mal, parce qu'il y a un chiffre d'affaires très récurrent chez Sodexo, quand les hôpitaux, très les casernes, et puis quand ils progressent pour un moment. C'est ça qui est... Voilà, alors, bon, le chiffre était à peu près dans les zones de ce qui a été attendu. Le titre a progressé de 0,8% en début de matinée dans une bourse qui était à peu près étale, 0,20. Mais bon, ce qu'il faut voir, c'est que c'est assez cher. Ça se vend plus de 20 fois les bénéfices. Oui, c'est une très belle boîte qui se vend très cher. Voilà. C'est le cas de beaucoup de ces grandes, belles sociétés de croissance, puisque les gens ont quitté les valeurs cycliques pour aller vers ces valeurs-là. On finit avec Edenred. Edenred, essentiellement un broker qui est repassé à l'achat, qui est Kepler. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'ils réalisent une grosse partie de leur chiffre d'affaires en Amérique du Sud, près de la moitié, presque la moitié. Oui, donc ils ont été très sanctionnés. Donc très sanctionnés à cause du Brésil. Oui, à cause du Brésil. Et donc, est-ce que c'est un recovery? Peut-être, c'est ce que pense on a eu 2 semaines où Casino et Edenred étaient en tête des baisses pendant... parce que ce sont des proxys du Brésil. D'accord. Bon, très bien. Nous passons à la gestion. Flight to quality, Christian. Les taux des obligations d'État sont négatifs, même aux États-Unis, c'est 1,40 sur le 10 ans. L'11 d'or à l'air de 1400. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, simplement, j'ai relevé quelques taux parce que les taux des emprunts d'État sont négatifs jusqu'à 9 ans en France, jusqu'à 15 ans en Allemagne, jusqu'à 19 ans au Japon, et record mondial, 50 ans. La Suisse. C'est-à-dire que je paye pour avoir du franc suisse dans 50 ans. Ça, c'est formidable. Alors, c'est formidable, c'est horrible
pour les sociétés qui placent de l'argent, c'est très mauvais. Pour les assureurs et les banques quand même. Oui, c'est très mauvais pour les retraités. Oui. Très mauvais pour les retraités. C'est comme nous sommes surendettés, il faut bien que quelqu'un paye. Et comme ce n'est pas l'inflation qui permet de rembourser la dette, ce sont les créanciers, donc les retraités, les porteurs d'assurance vie en France, beaucoup. Les porteurs d'assurance, etc., qui voient, alors pour l'assurance vie, qui voient les taux qui baissent, et qui commencent même à se demander si dans 2 ou 3 ans, on pourra encore leur verser. C'est ça la question, même y compris pour des très grands, pour Allianz, etc. Il peut y avoir des provisions monstrueuses à passer. Exactement. Par contre, pour les sociétés qui sont endettées, c'est une aubaine, et on le voit, ça permet de faire des opérations de croissance externe comme Danone. Vous parlez de l'État français, c'était endetté. Alors, ça c'est un autre aspect. Je pense que malheureusement, ces taux d'intérêt bas ne sont pas une incitation pour les gouvernements à prendre les mesures qu'ils devraient prendre. Et ça nous réserve sans doute, au moment où les taux remonteront, ça nous réserve un réveil. Alors, est-ce que vous suivez donc cette fuite vers la qualité, vers le yen, vers l'or, par exemple, ou vers ces obligations qui Alors, l'or, j'avoue que je suis passé à côté. Mais j'ai beaucoup de mal avec l'or. Oui, c'est très difficile. Parce que voilà, c'est un autre monde. C'est-à-dire que l'or... Nous avons des amis communs qui sont des grands... Oui, mais l'or, ça rapporte 0. Alors on disait que c'est épouvantable, mais c'est moins cher que d'acheter de l'obligation suisse. Voilà. Alors par rapport aux obligations, c'est intéressant. Par rapport à des sociétés dont on peut attendre une certaine croissance dans les délais à venir et qui en plus vous versent un dividende, moi je préfère les sociétés que d'avoir des lingots dans un coin. Donc vous suivez pas à fond cette fuite vers la qualité. Vous savez, quand l'or valait 1800, les gens disaient que ça allait à 2005, c'est redescendu à 800, on a dit ça va à 400, maintenant c'est à 1400, enfin bref. C'est un autre monde, et moi je trouve que vraiment si on cherche du rendement, parce que c'est ça qu'on cherche. Oui. En fait, votre lingot d'or, il est peut-être très beau, mais il ne vous rapportera jamais rien. Jamais. Il vous coûtera un petit peu parce que vous devrez louer un coffre, bon, mais je veux dire, il ne vous rapportera jamais rien. Alors que vos Danone, vos Air Liquide, vos L'Oréal, même vos Orange, comme vous disiez, vos Nestlé, tous les ans, vous payez un dividende et en plus, ils bénéficient de la croissance mondiale qui, en fait, est liée à l'augmentation de la population et de la richesse. Quel concept pour le deuxième semestre serait dans vos portefeuilles? Alors, ce qu'on a, si vous voulez, le Brexit, c'est clair, est un élément qui est très important en redistribution des cartes. Le problème qu'il pose, à mon sens, c'est qu'avant, les marchés étaient dictés par les banques centrales. Et donc, on était soutenu, on s'était dit, j'ai un parachute, les banques centrales ne me laisseront pas tomber, donc je ne risque rien. Aujourd'hui, les banques centrales sont toujours là, mais il y a un nouvel élément qui est rentré, alors là, qui est totalement imprévisible et qui ne se soucie pas des marchés, ce sont les politiques. Et c'est les électeurs. Les politiques. Et tout cet environnement-là, prenons un exemple très simple, qui est la négociation qui interviendra à un moment qu'on ne connaît pas, avec des interlocuteurs qu'on ne connaît pas, sur l'Angleterre, qui est la 2e ou 3e économie de l'Europe, une grande puissance militaire, commerciale, etc., on n'a rien. Alors face à ça, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il va y avoir de la volatilité. On peut vous annoncer demain que, je ne sais pas moi, alors on peut rêver, on peut dire que dans 6 mois, il y aura peut-être un autre vote en Angleterre, et puis c'est reparti comme avant. Je ne fais pas partie de ceux qui mettent une grande probabilité à ça, mais je connais des économistes qui mettent une probabilité de l'ordre de 20-25%. Oui, donc pas nul. Donc c'est pas nul. Bon. Deuxièmement, nous avons, donc si on se raccroche à quelque chose, on peut se raccrocher quand même au fait que les taux d'intérêt vont rester très bas. Oui, ce qui est favorable aux sociétés qui sont endettées, ce qui n'est pas favorable à des secteurs comme la banque ou l'assurance qui souffrent de taux très bas. Deuxièmement, on peut penser que l'euro
va être faible. Donc, alors, par rapport au sterling, c'est trivial, mais par rapport au dollar, sans doute que l'euro va être faible. Cette faiblesse de l'euro va bénéficier à un certain nombre de sociétés qui sont exportatrices ou qui sont implantées dans le monde entier. Alors, la société idéale qu'on voudrait cibler, elle ne ferait rien avec l'Angleterre. Oui, ça, c'est pas... Ou alors, elle aurait couvert le sterling pour les 5 prochaines années. Ou elle produirait en Angleterre et elle produirait elle ne vendrait pas. Elle produirait en Angleterre, elle exporterait, etc. Bon, mais on retrouve un petit peu les mêmes secteurs à risque, donc. Et donc, je pense que ce qu'il faut favoriser aujourd'hui, c'est un petit peu de valeur cyclique, parce que clairement, la reprise est là en Europe, mais je crois qu'il faut continuer à être principalement sur les grandes valeurs de croissance, que j'appelle, c'est-à-dire les grandes valeurs dans la consommation. Donc L'Oréal, Nestlé, Danone, Unilever, L'Oréal, je ne sais pas quoi. Nestlé, Unilever, Sodexo, Essilor, toutes ces sociétés qui nous font rêver par le taux de croissance. Alors à l'inverse, donc les secteurs à risque dont on a parlé, Ben, les banques à 30, 25, 30, 40% de leurs fonds propres, c'est pas tentant? Alors, c'est pas parce qu'une chose est pas chère qu'on a envie de l'acheter. C'est exact. Vous passez souvent devant des magasins qui font des soldes et vous n'arrêtez pas forcément. Alors pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas sur la case banque, en tout cas en ce moment? Parce que même si le choc qu'ils subissent n'a rien à voir avec le choc de 2008, il y a quand même un choc structurel, c'est-à-dire que des taux d'intérêt qui vont rester bas, qui fait que leur marge d'intermédiation va rester très faible, mais en contrepartie, une production de crédit qui est relativement faible, et donc un besoin de fonds propres qui... Oui, c'est la réglementation qui est très forte. Oui, mais qui maintenant est à peu près stabilisée, mais comme on n'a pas besoin de fonds propres supplémentaires pour supporter un accroissement important des encours de crédit, on peut donner aux actionnaire. Oui. Donc, paradoxalement, on va avoir un système bancaire qui va pouvoir payer des dividendes, mais qui aura zéro croissance et donc une rentabilité sur fonds propres très faible. Donc, je dirais, rendez-vous dans un an. Rendez-vous dans un an. Mais pour le moment, pour celui qui n'a pas de délai ou autre, profiter de cours très bas en ce moment et d'avoir un dividende 5-6%, c'est pas mauvais. Pas mauvais. Oui. Mais à court terme, je ne pense pas que les cours des banques... Alors, autre secteur à risque, tout ce qui est lié au pétrole, aux matières premières, qui a été massacré. Alors, oui, alors là, on dépend de quelque chose qui est compliqué, qui est... En fait, on dépend essentiellement de la croissance chinoise. Oui, donc c'est trop puisque je prends un ou deux chiffres, la Chine absorbe plus de la moitié de la production du cuivre dans le monde. Oui, c'est ça. Donc on est vraiment dans un problème chinois. Et on a des Chinois qui vous disent, alors, voilà, on va faire moins de croissance dans la fabrication, etc. On va devenir une économie plus service. Donc vous savez que le taux de croissance, même si il reste élevé par rapport au nôtre, mais on va passer de 7, 6,5, 6, il consomme moins d'acier et moins de cuivre. Donc, voilà, donc la croissance de la consommation va diminuer. Alors, ensuite, c'est une question d'offre et de demande. Les sociétés vont fermer des mines, fermer des puits de pétrole, etc. Puis il y a un moment où l'offre et la demande vont s'ajuster. C'est pas le moment, c'est pas trop le moment de jouer. C'est difficile à jouer. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les grands pétroliers, les Total, les Royal Dutch, etc., ils sont à la fois sur les pieds de l'amont et de l'aval, et ils sont très prudents, ils ont beaucoup diminué leurs investissements en nouveaux champs de production, etc. Donc, les Vallourec et autres souffrent énormément, géophysique, oui, etc. Mais eux, c'est solide. En fait, encore une fois, prenez le titre Total, ça n'a rien fait depuis 10 ans. Mais chaque année, vous avez eu vos 5% de dividendes, alors c'est pas alors si mal. Juste un dernier mot. Justement, est-ce qu'il faut prendre du Royal Dutch plutôt que du Total, puisqu'ils ont forcément des coûts en livres sterling? Non, parce qu'en fin de compte, Royal Dutch, d'abord, ils ont un siège à Londres, un siège à Amsterdam. Et ils sont en dollars. Groupe qui est multinational. Et ils comptent en dollars. Donc ça fait beaucoup. Et ils comptent en dollars. Alors, non, ça c'est pareil. Alors, donc, juste pour finir la gestion, approche d'une allocation de portefeuille.
Ben écoutez, moi, je peux vous dire ce qu'on a fait. Voilà, Donc, votre fonds patrimoine. donc, depuis le mois de mai, on a baissé l'exposition action parce qu'on n'avait aucune idée de ce qu'allait être le Brexit. Ouais. Mais ce qu'on savait, c'est que la volatilité allait augmenter par incertitude. Et deuxièmement, on s'est rendu compte rapidement que les anticipations étant fortes qu'il n'y ait pas de sortie, il n'y avait rien à gagner en cas de Remain, et il y avait beaucoup à perdre dans le Brexit. Risque asymétrique. Risque asymétrique, pourquoi prendre un risque asymétrique? Voilà. Ça n'a aucun intérêt. Donc, on était investi à peu près à 47-48% en actions il y a 2 mois. On est retombé à 36 maintenant. Et on a profité de cette période, notamment pour sortir toutes les valeurs financières, puisqu'on se disait que c'était les premières qui allaient souffrir en cas de Brexit, et qui de toute façon souffraient structurellement de la baisse des taux. Alors, on a donc augmenté notre poche de trésorerie, on a augmenté la poche obligations internationales pour bénéficier de, si je puis dire, de la baisse de l'euro. Oui, pour le change. Oui. Voilà, nous n'avons pas spéculé à la baisse du sterling parce qu'on ne sait pas faire ça, c'est pas notre métier, nous sommes plutôt conservateurs. Et on profite actuellement du fait que le marché du crédit, de l'obligation à crédit, ait retrouvé des marges pour revenir un peu sur... Donc la trésorerie, c'est combien? La trésorerie, alors vraiment, trésorerie, c'est près de 20% aujourd'hui. C'est quand même beaucoup. Oui. Et les obligations, donc la partie crédit, c'est 23%, auquel on rajoute 7% de convertibles. D'accord. Voilà. Bien, mais merci. Nous passons au conseil. Alors, je suis avec Christian Ginac, le patron de Gaspal Gestion. Nous avons un peu balayé cette conjoncture post-Brexit, essayé de trouver des pistes pour le second semestre. Et là, je vous demande de rentrer vraiment dans... c'est un exercice difficile. Un conseil d'achat fort. Alors, un conseil d'achat fort. Alors, ce que j'ai pu constater, c'est que Dassault Aviation, on ne parle pas de Dassault Systèmes, là, Dassault Aviation, vous avez vu que la participation dans Airbus était sortie, donc la famille est chez elle maintenant, voilà. À peu de choses près, et elle a, le titre a, à notre avis, beaucoup trop souffert. Je vous donne quelques chiffres rapidement. Le cash de la société représente à peu près le tiers de sa capitalisation. Je rajoute la participation de 29% de Thales, qui, en plus, bénéficie en ce moment d'un environnement qui est favorable, puisque la défense, la sécurité, tout ça sont des secteurs sur lesquels l'investissement reprend. Ces 29% représentent plus de la moitié de la capitalisation boursière de Dassault. Ce qui fait que cash plus Thales, ça fait 80%. Il ne me reste que 20% pour la partie qui est leur métier. Pour Rafale et Falcon. Rafale, Falcon, c'est pas cher. C'est pas cher. Alors, on vous dira que les Falcon, on va sans doute en vendre moins à cause de la crise, et les magnats du pétrole sont moins riches, etc. Bon, donc les cadences vont diminuer, mais ça reste quand même une très très belle affaire et un premier constructeur mondial. Et puis, sur les Rafales, il y a toujours des discussions sur l'Inde, et donc en fait c'est une option gratuite quelque part sur ce qui peut se passer en Inde. 20% de la CAPI pour avoir toute la partie fabrication d'avions de Dassault, c'est pas cher. C'est pas excessif. Non. Alors, et puis cerise sur le gâteau, parce que vous savez que j'aime bien les dividendes, peut-être que maintenant que la famille est chez elle, elle va peut-être reprendre une distribution de dividendes plus généreuse. Elle a peut-être envie de faire ça. Alors, on a déjà parlé, mais vendre, arbitrer, éviter. C'est les secteurs dont on a parlé. Je crois que pour le moment, il faut rester en dehors des banques, en dehors de l'assurance. Il faut rester prudent sur le pétrole et en tout cas sur le parapétrolier, le parapétrolier, les Valorex, CGG, etc. Je crois que ce n'est pas encore le moment, il faut qu'il y ait plus de visibilité. Et puis, clairement, ne pas trop s'engager sur les valeurs cycliques. On voit que l'automobile souffre, malgré des très beaux résultats. Ce qu'il y a devant nous pour l'automobile, le changement du paradigme
de... vous savez tous que les jeunes ne rêvent plus d'acheter une auto. Oui. Il y a un changement de comportement, etc. Alors, c'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour demain, mais ça va nécessiter des gros investissements. Il va falloir voir différemment. L'électrique, etc. Alors, un joker. Un joker. Alors, vous étiez tous devant votre télévision hier soir. Sûr. Vous étiez sur TF1. Et qui est le grand gagnant de la soirée? C'est M6, puisque la finale va se dérouler dimanche. Et c'est M6, vous savez qu'il y a eu un tirage au sort. C'est M6 qui a eu le tirage au sort. Pour vous donner un petit peu une idée des enjeux, le spot le plus cher, c'est le spot qui est juste après les hymnes nationaux et juste avant le coup d'envoi. Ce petit spot de 30 secondes à peu près, ça peut chercher dans les plus de 400 000 euros. Pas mal. Oui, et notamment, ça fera. Alors, si on est plus sérieux, parce que ça, c'est un élément qui est conjoncturel, en gros, 1% d'augmentation du chiffre d'affaires en publicité, parce que c'est ça qui les fait vivre, c'est une augmentation de 4 à 6% de leurs résultats opérationnels. Oui. Donc il y a un effet de levier qui est important. Et encore une fois, l'économie en Europe est en train de reprendre. Donc la pub aussi. Donc la pub aussi. Et la pub, ça marche avec l'économie. Donc c'est des titres, d'ailleurs on peut le dire sur TF1 aussi, qui ont beaucoup souffert ces derniers temps. Et c'est peut-être le moment de revenir dessus. En plus, alors je dirais, on savait qu'M6 a beaucoup de cash, donc il pourra continuer à vous payer un bon dividende, et un bon dividende et d'une publicité qui est en hausse, et un superbe marche. Oui, dimanche, c'est bon. C'est formidable, surtout que RTL Group, son actionnaire, aime bien les dividendes, j'imagine aussi. Exactement. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Pour la petite histoire, leur actionnaire est allemand. Oui, voilà. Ce sera le mot de la fin. Rendez-vous effectivement dimanche pour la finale sur M6, comme vous l'avez dit. Sur M6, voilà. Eh bien, Christian Svillolac, merci. Au revoir. À la prochaine fois.